Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu il y a quelques instants ce reportage que nous avons diffusé sur cette rave party dans les Corbières. Vous saviez qu'elle allait avoir lieu, vu la sensibilité des circonstances, l'incendie dévastateur il y a quelques semaines. Pourquoi n'avez-vous pas tout fait pour l'interdire, au moins interdire cette rave party-là? C'est totalement indécent parce qu'il y a eu une femme qui est morte. C'est un territoire qui est meurtri, on ne devrait pas faire la fête. Évidemment que nous n'étions pas avertis. Vous savez, Gilles Boulot... Vous n'aviez pas d'informations On a depuis le printemps, c'est des dizaines et des dizaines de rave parties qu'on a bloquées, qu'on a interdits. Mais parfois, certaines passent entre les mailles du filet, vont dans des lieux où on n'a pas suffisamment de force, notamment de gendarmerie et autres, les messageries cryptées, et donc c'est trop tard. En revanche, ce que je dis, c'est que je demande systématiquement aux gendarmes de verrouiller, d'encercler, pour mettre des contraventions, 800 verbalisations déjà, et pour confisquer le mur du son. Mais je vais aller plus loin. Parce que sur cette rave party, vous ne l'avez pas dit, peut-être vous n'aviez pas l'info. Il y a beaucoup d'Italiens. Pourquoi il y a des Italiens dans l'Aude qui viennent faire la fête en France? Parce que l'Italie, il y a 3 ans, a adopté une législation très dure, où ils ont criminalisé l'organisation de ces manifestations qui sont interdites. Eh bien, il va falloir faire la même chose en France. Mais Monsieur le Ministre, vous disiez on va encercler ces teufeurs. C'est l'inverse qui s'est produit. On a diffusé cette image incroyable. Ce sont ces fêtards qui encerclent une voiture de gendarmes, qui la poussent pour se frayer un chemin. C'est le monde à l'envers. Bien sûr, parce qu'au départ, on est surpris. La plupart du temps, on a des informations. Et c'est comme ça qu'on bloque, on les interdit. Et quand on n'a pas ces informations, il y a l'effet de surprise. En revanche, on regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. On les tape, façon de dire. Au sens figuratif. On verbalise et on prend les murs du son. Si vous prenez le modèle de l'Italie, pourquoi ne faites-vous pas comme l'Italie? C'est ce que je propose. C'est ce que je propose avec deux mesures qui sont... Sous forme de projet de loi, de règlement? De projet de loi, ça peut être... Alors, une députée à l'Assemblée nationale avait déposé il y a quelques mois une proposition de loi. Il faut, faire que ce soit un délit et non pas seulement une contravention avec un risque de prison. En Italie, ça va jusqu'à 6 ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc on verbalise d'abord les organisateurs et puis ensuite aussi la participation à hauteur par exemple de 750 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est pas seulement des teufeurs, des gens qui aiment la fête. C'est un marché, un supermarché de la drogue à ciel ouvert. Vous parliez ici même, il y a moins d'1 an, des territoires perdus de la République face aux narcotrafiquants. Écoutez et regardez cette femme, elle habite Orange, dans un quartier qui est gangréné par les narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants qui font des dons pour la rentrée aux habitants, pour acheter une sorte de paix sociale. Écoutez et regardez. C'est le porte-monnaie avant tout, nous on pense à nos enfants, donc il me faut plus d'argent pour des baskets, pour un survêt, pour voilà. J'ai pas les moyens donc... Même si ce sont de potentiels trafiquants. Même si ce sont de potentiels trafiquants, ouais. Je pense peut-être qu'ils cherchent eux-mêmes leur tranquillité et nous aussi. Donc je vous dis, on peut peut-être trouver un terrain d'entente avec eux. Ouais. Un terrain d'entente, cette femme se sent aidée matériellement parce que protégée par les dealers, c'est un échec terrible pour l'autorité, pour le ministre de l'Intérieur que vous êtes. C'est une dérive mafieuse. C'est une dérive mafieuse. Non, ce n'est pas un échec. Le préfet a interdit et a bloqué ce genre de choses, puisqu'il s'agit pour les mafieux, pour les narcotrafiquants, de conquérir les territoires. Ils le font par la violence et ils peuvent le faire de plus en plus souvent. Ils tentent de le faire en conquérant les esprits, justement, en imposant une sorte d'ordre social, de contrôle social. Non, aujourd'hui, en France, croyez-moi, on se bat. On s'est doté, c'est moi qui ai impulsé ce texte sur le narcotrafic. Les préfets ont de nouveaux pouvoirs qu'ils utilisent, par exemple, pour fermer des commerces qui sont des blanchisseuses d'argent sale. Plusieurs centaines ont été fermées pour expulser des narcotrafiquants qui occupent des logements sociaux, qui pourrissent la vie de familles à côté, etc., etc. C'est une guerre qu'on livre. Et avec ces nouvelles armes, croyez-moi, cette guerre, elle sera longue à gagner. Moi, je ne viens pas raconter aux Françaises et aux Français aujourd'hui des histoires. Simplement, il y a une volonté et il y a désormais des outils. Et on les utilise. Vous savez que depuis qu'on fait ce genre de choses, on a interpellé 30 000 personnes. Monsieur le ministre, le 10 septembre, un mouvement a été lancé, Bloquons tout, à Paris et dans d'autres grandes villes en France. Êtes-vous inquiet en termes d'ordre public? Et avez-vous ou allez-vous prendre des dispositions? En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut manifester en France. Ça, c'est la liberté, elle est constitutionnellement garantie.
Mais bloquer tout, c'est pire que tout. Parce qu'aujourd'hui, le pays doit avancer. Et si demain, il y avait une crise, c'est toujours les plus vulnérables, les plus modestes de nos compatriotes qui vont trinquer. On a quelques informations. C'est un dossier et un mouvement qui est pour l'instant protéiforme, récupéré par les Insoumis, par M. Mélenchon, ce qui le teinte énormément en termes politiques. Et je pense que ça, pour qu'il puisse se propager beaucoup, c'est sans doute un frein. Mais on y est vraiment très, très, très vigilant. Demain, vous serez reçu par le Premier ministre, non pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais en tant que président des Républicains. Est-ce que vous allez lui apporter un soutien absolu? Est-ce que vos troupes, les députés LR à l'Assemblée nationale, vont vous suivre ou pas? Laurent Wauquiez, qui dirige le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, dit que ce n'est pas du tout automatique. Il n'y a rien d'automatique. Mais je pense qu'il faut voir l'intérêt général. Quelle est la question? La question, elle n'est pas de savoir si on est pour ou contre François Bayrou. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les mesures budgétaires. La question qui sera posée aux députés lundi prochain, c'est est-ce qu'on fait ce constat qu'on a une dette qui menace dangereusement les Français? Personne ne me fera dire que la dette ne menace pas la France. Je le dis depuis des années. Avec ma famille politique, on alerte régulièrement, encore une fois et depuis longtemps, sur cette bombe à retardement. Donc on ne va pas rejoindre les incendiaires qui voudraient allumer la mèche de ce qui pourrait être demain une explosion financière et budgétaire. Si François Bayrou tombe, si Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre issu de ce qu'on appelle le bloc central, est-ce que les Républicains, et vous donc, participerez à ce nouveau gouvernement? Il n'y a rien d'automatique. Il n'y a absolument rien d'automatique. Ça ne sert à rien d'aller dans un gouvernement, de participer dans un gouvernement qui utiliserait des recettes, des mesures qui seraient mauvaises justement pour la France. Mais ça dépend de quoi? De la personnalité du futur Premier ministre? Non, ça dépend du contenu. Ce n'est pas une affaire de casting. Regardez, moi je suis très opposé à un certain nombre de mesures que le plan Bayrou contient parce que je les trouve injustes. On demande aux Français de supprimer 2 jours de travail. Bien sûr qu'il faut travailler plus. Mais alors, il faut gagner plus. J'ai mis sur la table, nous avons mis sur la table le seuil libératoire, c'est-à-dire un seuil à partir duquel, quand vous faites des heures, c'est pour vous. Voilà, c'est pour rapprocher le salaire brut du salaire net. Pareil, autre chose, les franchises. On veut toucher aux franchises de ceux qui cotisent. Mais alors, c'est inconcevable. Il faut aussi revoir, par exemple, l'aide médicale d'État, qui est une sorte de sécurité sociale, pour ceux qui viennent irrégulièrement, les clandestins. C'est une question de justice. Monsieur Retailleau, si la situation politique continue à s'enliser, est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui serait d'une certaine manière rendre la parole au peuple? On a rendu il y a c'était la décision du président de la République. Il y a eu une dissolution. Qu'est-ce que cela a donné? Est-ce qu'on croit aujourd'hui que ça réglerait le problème? Est-ce que c'est une solution? Je pense qu'il faut d'abord avoir un budget pour la France. Quand on voit les taux d'intérêt, désormais la France, les Français le savent, on emprunte à des taux supérieurs à ceux auxquels emprunte la Grèce. Mais vous ne répondez pas à la question de la dissolution. Oui, non, à aucun prix, ou cela dépendra des circonstances? Jamais à aucun prix. Simplement, c'est un pouvoir qui n'est pas le mien, qui est le pouvoir du président de la République. Et je dis simplement, pour avoir observé la première dissolution, que ça n'a pas été une totale réussite quand même. Autre arme constitutionnelle possible, dans votre parti, des voix s'élèvent, Jean-François Copé, David Lisnard, pour dire que si rien ne va, si rien ne progresse, la solution, c'est la démission du président de la République et donc une élection présidentielle anticipée. Vous y êtes totalement opposé ou c'est possible? Vous voyez, je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste. Mais j'ai toujours considéré, oui, parce qu'il l'avait décidé, évidemment, ça c'est une décision. Et si Emmanuel Macron le décide? Ah bah attendez, ça c'est sa propre liberté, c'est sa responsabilité. Et ce serait une bonne chose ou pas? J'appelle les hommes et les femmes politiques à faire en sorte qu'il n'y ait pas une pression pour la démission du président de la République. Pourquoi? Parce que ça fragiliserait nos institutions. Encore une fois, je suis gaulliste, et ça fragiliserait tous les présidents de la République qui viendront par la suite. Il suffirait de mouvements pour que cette clé de voûte de nos institutions, qui est la présidence de la République, soit fragilisée. Et ça, je ne le veux pas. On a déjà une crise qui est une crise politique. J'espère qu'on n'aura pas de crise. On a une crise budgétaire qui ne doit pas se transformer en crise financière. On ne va pas ajouter une autre crise qui serait une crise de régime. Mais si cela advient, si Emmanuel Macron démissionne, maintenant ou même en 2027, fin de son second mandat, est-ce que vous vous tenez prêt? Écoutez, la situation, je pense qu'elle est grave. Elle est suffisamment grave pour qu'on n'ait pas ce genre d'arrière de pensée. Moi, je suis là où je suis, dans des conditions difficiles. Vous avez vu la société qui s'en sauvage, et on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Chaque jour, moi, j'éprouve cette morsure dans ma chair pratiquement, parce que j'aurais aimé
aller tellement plus loin. Et on est bridé. Mais tant pis. Il faut au moins un peu de stabilité à la France. Et moi, j'aime mon pays, je suis patriote. Et tant que je serai utile, j'essaierai de faire le meilleur parce que la France en a besoin. Et je pense que la France en vaut la peine. Merci Bruno Retailleau d'avoir accepté notre invitation.